Allô tout le monde, c'est Emmanuelle, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches. Quand on parle de grippe ou gastro, on réfère au même terme, soit à la contagion. En ces temps de pandémie, ce terme a pris un sens très négatif, mais il existe un autre type de contagion qui a le pouvoir de changer les choses. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on se parle de contagion émotionnelle avec notre invité. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Laurence Dubé. Bonjour. Bonjour Emmanuelle. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado C'est dans ta tête. Donc, Laurence, pour résumer ton expérience professionnelle, tu es présentement en 3e année de bac en psychologie à l'Université Laval. Par la suite, tu me disais que tu souhaites poursuivre au doctorat et que tu as aussi travaillé à la Maison de la famille Rive-Sud en soutien à domicile avec la Maison des aînés de Lévis et tu as aussi été intervenante psychosociale cet été pour le Contrevent. Le Contrevent étant un organisme qui vient en aide à l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble en santé mentale qui couvre le territoire de Lévis, Bellechasse et Lotbinière. Donc, je crois qu'avec toutes ces expériences, ce sera vraiment intéressant de discuter avec toi de contagion émotionnelle. D'abord, on va commencer par la bonne vieille définition. Je pense que c'est important de définir peut-être l'émotion. C'est quoi une émotion avant de se starter dans la contagion émotionnelle? Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, bien, tout à fait. C'est ça, ça reste une définition qui est contre-intuitive en ce sens où on a l'impression souvent qu'une émotion, ça se passe beaucoup dans la tête. Par contre, une émotion, en fait, c'est une réaction qui est, oui, psychologique, donc c'est un état d'esprit dans un certain sens, mais c'est aussi une réaction qui est physiologique, donc qui se passe au niveau du corps, puis c'est souvent en réponse, en fait, à une stimulation. Donc, on peut peut-être définir là, les différents gros Oui, termes, là. Donc, oui. une réaction physiologique, c'est quoi? Essentiellement, c'est une réaction du corps, en fait. Donc, le cœur qui bat, des tremblements, donc vraiment des réactions là, à ce niveau-là. Mhm. Une stimulation, c'est quoi? C'est essentiellement tout ce qui capte notre attention. Donc, ça peut être auditif, donc un bruit qu'on entend dans la rue, par exemple. Visuel, ça peut être quelque chose que l'on lit, quelque chose que l'on voit passer rapidement. Olfactif, on sait que le sens là, de l'odorat est extrêmement développé, puis c'est quelque chose qui est fortement associé à la mémoire, on s'en souvient énormément. Donc, une stimulation olfactive, là, ça reste une stimulation assez forte. Au niveau gustatif et tactile, là, également. Donc, c'est vraiment ça, en fait, c'est une émotion, c'est beaucoup plus complexe là, qu'on peut s'attendre là, d'un simple état d'esprit. Je suis heureux, par exemple, là, mais il y a vraiment là, Mhm. toutes sortes de réactions qui se passent là, au niveau du corps. Là. OK. Puis par rapport à ça, tu sais, c'est la contagion émotionnelle, c'est quoi exactement? On peut comme présumer une certaine définition, mais si tu pourrais nous en donner une plus officielle, admettons. Oui, bien, en fait, le concept de contagion émotionnelle est défini là, au niveau vraiment de la neuroscience comme quelque chose qui est lié à l'imitation des expressions de l'autre. Donc, OK. par exemple, là, je regarde quelqu'un qui est en colère, qui a les sourcils froncés. Je fronce les sourcils de façon inconsciente. Toujours, c'est un processus qui se fait majoritairement de façon automatique. Donc, si par exemple, je fronce les sourcils, bon, il y a tout plein là, de choses là, qui se passent au niveau du cerveau. Puis essentiellement, ça fait que je ressens la même émotion que l'autre. Donc, d'un point de vue strictement là, au niveau des neurosciences, là, dans ce modèle-là, on parle de l'anxiété, par exemple, qui se contamine en anxiété. Donc, de la même émotion à la même toujours. Par contre, il y a énormément d'études là, qui vont considérer la contagion émotionnelle de façon beaucoup plus large. Donc, par exemple, si je vois quelqu'un qui est triste, mais ça me pourrait occasionner chez moi de la déprime ou même de la colère. Donc, c'est vraiment que l'émotion de quelqu'un induit chez moi une autre émotion, une réaction que je n'avais pas au départ. Donc, c'est vraiment là, cette espèce de nouveauté-là là, qu'on peut associer là, à la contagion là, émotionnelle. Là. OK, OK. Donc, c'est pas parce que justement quelqu'un est triste que moi aussi nécessairement je vais être triste. Je peux justement peut-être avoir un élan plus de compassion ou de. OK, ça marche. En fait, quand on le prend dans une perspective plus psychosociale, donc de façon plus large, c'est certain qu'une émotion peut induire à peu près n'importe quelle autre émotion.
Si, par exemple, je suis à la maison, puis quelqu'un de la famille revient, puis une journée difficile au bureau, est en colère, moi, ça peut m'attrister. Je ne serai pas nécessairement en colère. Cette source de colère-là que la personne a eue, moi, je ne l'ai pas vécue. Par contre, ce que je vis, ben, c'est la colère de l'autre, puis ça, ben, ça peut induire chez moi là, une panoplie d'émotions et pas seulement la colère, là. OK. Puis dans le fond, la contagion, tantôt, on parlait de tout ce qui était plus peut-être le langage corporel, le non-verbal. Fait que ça rentre là-dedans, la contagion émotionnelle aussi. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs formes là, de langage au niveau du corps. Dans la définition là, qu'on parlait au niveau de la contagion émotionnelle, au niveau des neurosciences, c'est certain que les expressions faciales, c'est central. On imite beaucoup là, ce qui se trouve au niveau du visage. Puis, c'est pas pour rien que les expressions faciales, là, c'est probablement un des systèmes là, les plus polyvalents de communication là, du corps. On pense souvent au fait là, qu'on va sourire pour exprimer de la joie, mais on peut penser à certains moments où quelqu'un nous fait une blague, on fait une expression faciale qui est fâchée, mais en induisant un petit peu de sarcasme aussi, en voulant dire qu'on n'est pas nécessairement offusqué pour vrai. Donc, toutes ces nuances-là, mais c'est tous les muscles du visage là, qui nous permettent ça. Donc, c'est vraiment très, très raffiné comme système de communication. Puis quand on parle d'expression faciale, souvent on va penser aux expressions que l'on voit. Donc, je te vois sourire, je constate absolument que tu es de bonne humeur, par exemple. Donc, ça, c'est les expressions traditionnelles. Mais Mhm. les expressions qui sont beaucoup impliquées au niveau de la contagion émotionnelle, c'est ce qu'on appelle des micro-expressions. Donc, c'est des expressions, en fait, qu'on n'est pas nécessairement même conscient de faire, qui durent quelques millisecondes, mais qui peuvent induire chez nous là, une émotion là, sans aucun problème, puis que les autres vont imiter, même s'ils ne sont pas conscients de les avoir vus nécessairement. OK. Donc, c'est vraiment là, de façon, c'est pour ça qu'on dit que la contagion émotionnelle, c'est important de comprendre le phénomène pour pouvoir agir, parce que tout ça se fait de façon relativement inconsciente. OK. OK. C'est comme si on s'en rend pas compte, mais notre cerveau, lui, oui. Tout à fait. Oui, souvent notre cerveau est même plus rapide que nous, là, on ne s'en rend pas compte. Donc, puis c'est un peu la même chose aussi pour la posture puis les mouvements du corps. Souvent, bon, on n'a pas l'impression qu'on connaît tant que ça de quelle façon là, les gens vont se positionner pour telle émotion, mais au final, notre cerveau est capable là, de le détecter. Là, on pense par exemple à quelqu'un qui a la tête basse ou une posture un petit peu plus repliée sur elle-même. Souvent, on va juger que cette personne-là est triste. Puis là, on parle de ce qui se passe complètement au niveau non-verbal. Mais au-delà des mots, il y a par exemple le ton qui peut nous donner là, énormément d'informations. Donc, tout ce qui est la communication non-verbale, là, le langage corporel, c'est extrêmement raffiné et extrêmement diversifié aussi, là. OK. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a une façon aussi plus facile qu'une autre de contaminer quelqu'un, si je peux dire ça comme ça? Il y a différents effets, effectivement, qui font là, qu'on est plus contagieux, par exemple, ou on est plus facilement contaminé. D'emblée, on va voir là, dans le modèle de neurosciences là, que les gens, souvent, qui ont un petit peu plus là, d'awareness, qu'on parle là, en anglais, donc qui sont plus sensibles, plus habiles à détecter les émotions des autres, souvent vont être plus susceptibles d'être contaminés. OK. Un autre exemple aussi, c'est généralement quand on a un lien qui est préexistant entre deux personnes. Donc, si par exemple, je suis proche de quelqu'un, bien, on est plus susceptible de partager des émotions entre nous que, par exemple, un inconnu qu'on voit là, sur la rue. Donc, c'est pour ça souvent là, que les émotions de nos proches, souvent, nous touchent plus Y a-t-il que... comme s'il y avait une question un peu d'intimité à la contagion émotionnelle? Oui, exact. Il semblerait qu'on est plus en mesure là, de connecter émotionnellement, là, de converger émotionnellement là, avec les gens, oui, dont on est proche, là. Tout à fait. OK, OK. Donc, c'est ça. Dans le fond, il y a une transmission qui se fait automatiquement selon certaines. Y en a-tu une plus que l'autre dans les transmissions? Oui, en fait, il y a un article, là, une étude scientifique qui a été publiée en 2016 de Janice R. Kelly, qui est extrêmement intéressante là, d'un point de vue de la recherche, mais qui est malheureusement bien dommage au niveau là, de la vie quotidienne. En fait, ils ont tenté de voir si les émotions négatives, eux, se sont concentrés sur la colère dans le cadre de cette étude-là, étaient plus contagieuses que les émotions positives et eux ont testé la joie dans ce cadre-là. Leur premier résultat est quand même assez prévisible, en ce sens où ils ont observé de la contagion émotionnelle. Donc, quand ils montraient aux participants de leur étude un visage sur vidéo de joie,
mais les participants exprimaient plus de joie par la suite. Et même chose pour la colère. Donc, jusque-là, avec ce qu'on discute là, depuis tantôt, c'est pas tellement étonnant. On s'attendait à ce résultat-là. Ce qui est fascinant avec leur étude, c'est qu'ensuite, ils ont induit chez les participants une charge cognitive. Une charge cognitive, ça peut être, par exemple, simplement le fait d'être préoccupé. Donc, la fameuse charge mentale là, qu'on parle souvent. Ils ont induit ça chez la moitié des participants. Ce qu'ils ont observé, c'est que peu importe qu'on soit préoccupé ou non, la colère se transmet de façon tout aussi intense. Ce n'est pas le cas de la joie, par contre. Quand on est très préoccupé, la joie se transmet de façon beaucoup moindre, de façon beaucoup moins intense que quand on est très, très, très calme. Donc, essentiellement, ils en sont venus à la conclusion que les émotions négatives, plus précisément la colère, se transmettraient de façon automatique, ce qui n'est pas le cas de la joie. Il semblerait qu'il faudrait qu'on soit vraiment très, très, très calme et très, très disposé à être contaminé de joie pour que ça survienne. Même, ce qui est encore là assez malheureux, ils ont supposé qu'on pouvait généraliser ces résultats-là à d'autres émotions négatives qui sont liées à la perception d'une menace, comme la peur. OK. Pour la petite histoire, en fait, ce résultat-là s'expliquerait en fait par l'évolution. Donc, quand on parle d'évolution, on ne parle pas juste d'il y a 3000 ans, là, on parle quand même assez récemment. Tout ce qui était la contagion de la joie, le fait d'être heureux, la santé mentale, c'était pas quelque chose de très important, de très valorisé. Ce qui est important, c'était de survivre. Transmettre de la colère, puis de la peur, par exemple, s'il y a un ennemi qui s'en venait, c'était très, très, très important. C'était vital à la survie d'un groupe. Mais se transmettre de la joie, c'était pas essentiel. Donc, c'est l'explication qu'ils ont donnée à leurs résultats de façon évolutive. On a besoin de se contaminer de colère, de peur, par exemple, pour répondre à une menace. Mais la joie, c'était pas nécessaire, finalement. Non. OK. C'est comme si l'instinct de survie, il prédominait, puis on se disait c'est plus important de se transmettre un sentiment d'instinct de survie comme la peur ou la colère. Mais en même temps, je pense que là, de nos jours, ça va être de plus en plus important de se sensibiliser encore plus à se contaminer de façon positive parce que si on veut prendre soin de nous, de notre propre santé, ça va être de peut-être renverser un peu cette façon de faire-là. Là. Parce qu'il me semble que dans les médias, on le voit beaucoup, hein, que c'est rare qu'on va entendre des bonnes nouvelles dans les bulletins de nouvelles. Ça va être tout le temps des nouvelles négatives ou puis c'est peut-être aussi pour ça qu'on se rend compte que ça pogne plus, c'est plus populaire hein, que de donner des bonnes nouvelles. C'est ça qui est dommage. Mais de quelle façon on peut se mettre dans cette disposition-là pour être contaminé de façon plus joyeuse ou agréable, mettons? Bien, de ce que j'ai observé, là, surtout là, dans mes expériences de travail en relation d'aide, c'est quand on a l'occasion d'être contaminé de joie, bien, d'essayer d'en profiter à fond. Je pense, par exemple, à si on a une vie qui est très, très occupée, on est préoccupé, par exemple, par le travail, bien, pendant la fin de semaine, si on a un souper entre amis, bien, vraiment d'essayer de tout laisser ça à la maison puis de profiter à fond des émotions positives des autres. Puis du moment présent aussi. Tout à fait, tout à fait. Si on a un souper entre amis, puis par exemple, votre ami vous fait une blague, puis il n'est peut-être pas nécessairement très, très drôle, mais que lui, il trouve ça drôle, mais riez. Vous allez être contaminé de cette joie-là. Puis, on dit parfois, hein, la joie va engendrer aussi, là, la joie, ça va s'étendre à notre vie, puis ça va être un moment qui va être profitable parce que vous allez être heureux à ce moment-là. C'est quelque chose qui peut perdurer aussi. Donc, vous allez passer là, un meilleur moment, puis c'est vraiment de s'assurer là, de se mettre dans le moment présent, puis c'est des habitudes qui se cultivent, là, de vivre dans le moment présent. Oui. Ça serait de s'ouvrir aussi peut-être de meilleures portes par après, pour que certaines situations qui étaient peut-être un peu angoissantes puis stressantes virent de façon plus positive sans qu'on ait changé grand-chose, mais juste dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Parce que, même tantôt, quand tu parlais que les gens plus sensibles étaient plus contaminés,
Mhm. À eux, c'est peut-être justement une façon de le remarquer plus, de faire peut-être plus attention à eux à ce moment-là. Tout à fait. OK. De connaître des fois nos défauts, nos qualités, il faut les connaître, il faut les cultiver aussi, puis il faut renforcer notre estime avec ça. Mais de connaître des fois ces petites faiblesses-là, bien, ça nous permet d'agir là, à ce moment-là. Puis c'est l'un des premiers conseils là, que je donnais dans la formation que j'ai offerte là, sur la contagion émotionnelle au contrevent. La première étape pour se protéger de la contagion émotionnelle, selon moi, c'est de connaître ce phénomène-là. C'est un Mhm. phénomène qui est inconscient, qui se fait de façon souvent automatique. Puis une fois qu'on le connaît, ça nous permet de s'arrêter, puis de dire, bien, soit bien, je vais prendre des astuces pour me protéger de cette contagion-là, ou je vais profiter du moment présent parce que je sais que par ce phénomène-là, je vais me sentir mieux. Donc, de pouvoir mettre ce rationnel-là, de connaître le phénomène, c'est la première étape, là. OK. Puis dans les autres astuces, justement, pour s'en protéger, ça serait quoi? Dans ce que j'ai remarqué, là, dans les moments là, où j'ai travaillé, là, c'était beaucoup d'éliminer les sources négatives de contagion. Évidemment, quand on parle d'un proche, quand on parle de quelqu'un là, qui est important pour nous, couper les ponts, c'est rarement une option. Puis Mhm. c'est tout à fait normal, c'est tout à fait comprenable. Par contre, si à un certain moment, vous vous sentez fatigué, mais ça peut être de dire, bien, à partir d'un certain moment, bien, à moins d'une urgence, je ne prends pas les appels, par exemple, ou je prends du temps pour moi, pour me ressourcer. Donc, vraiment de mettre une limite, une barrière là, aux possibles sources de contagion émotionnel qui est négative. Donc, de se mettre des limites, souvent, c'est difficile, on a de la difficulté à l'assumer, tout ça, mais ça peut être vraiment là, un bon truc, là, définitivement. Là. Oui, parce qu'après, c'est pas dit que justement nos batteries vont être plus rechargées, puis là, on pourra peut-être un peu mieux faire face à cette mauvaise contagion-là parce que nos batteries, tu sais, vont être plus rechargées, puis on va être en meilleure forme pour ça, là. Euh, donc, tu sais, c'est ça, l'art de prendre soin de soi, des fois, c'est pas pour rien, là. Puis je pense Mhm. aussi que tantôt, tu parlais des qualités et des défauts. Je remarque aussi qu'on souvent, on ne prend pas le temps de se connaître puis de les savoir pour de vrai, ces qualités-là puis ces défauts-là. Tu sais, on les apprend un peu par cœur quand on passe une entrevue, mais après ça, c'est comme si on skippait ça de notre esprit. Là, comme c'est une Mhm. question essentielle en entrevue d'embauche, mais après ça, c'est peu important. Mais non, au contraire, si les gens prenaient vraiment mieux le temps de savoir tu sais, que s'ils sont plus sensibles ou s'ils sont d'une façon peut-être plus rapidement irritables parce que, bon, pour X, Y raison, mais tu sais, après, je pense que justement par rapport à la contagion émotionnelle, tu sais, ça va être déjà là un meilleur atout pour eux pour savoir dans quelle situation se positionner, puis pour justement peut-être ouvrir de meilleures portes là, au lieu d'être toujours ramené dans quelque chose qui est plus plate, là. Tout à fait. Puis c'est une démarche qui peut se faire là, de façon individuelle, donc de s'y attarder, mais on peut aussi être accompagné là, de professionnels là, qui vont nous aider, nous guider. Des fois, là, quand on Mm. consulte, là, on en parle souvent, là, euh, les psychologues, les intervenants peuvent nous refléter parfois des éléments qu'on n'avait pas remarqués nous-mêmes. Donc, de consulter des professionnels, là, ça peut être définitivement quelque chose qui va aider parce qu'en connaissant là, nos faiblesses et tout ça, on peut savoir sur quoi on peut agir aussi. Oui, effectivement. Parce que souvent, on parle justement de consulter un psychologue ou n'importe quel psychothérapeute, puis on voit ça de façon négative ou mauvaise, mais tu sais, au contraire, ça peut nous emmener justement à peut-être développer encore plus d'habiletés, soit au travail ou dans notre vie personnelle, sans qu'on ait eu à travailler sur un trouble précis, là, mais Tout à juste fait. de connaître, tu sais, c'est comme si on était, tu sais, on est une personne, hein, on est comme si on était une machine ou un auto, puis si on ne fait pas les travaux d'entretien, à un moment donné, c'est normal qu'elle nous lâche notre voiture, là. Fait que, Exactement. Tout à fait. Quand on parle de santé, généralement, on parle pas seulement d'une absence de maladie. non, On c'est parle ça. souvent d'un état global. Donc, ça peut être très bien là, de consulter juste pour dire, ben,
ça me ferait du bien de me connaître mieux. Mhm. J'ai pas de troubles anxieux, j'ai pas de troubles dépressifs et tout ça, mais j'ai envie de reconnecter avec moi-même, puis d'être Mhm. accompagnée dans cette démarche-là. Ça peut être très, très, très aidant, là. Puis est-ce que tu en as vu par la suite, après, mettons, la formation ou dans ton entourage ou peu importe, même dans tes projets d'études à l'université, tu sais, l'effet que ça a une fois qu'on a connaissance de c'est quoi le processus de la contagion émotionnelle, tu sais, y a-tu des gens qui t'ont témoigné, hey, ça a changé telle ou telle affaire pour moi ou as-tu Mhm. eu des mots là-dessus? Oui, mais en fait, dans les deux formations, là, la formation sur deux semaines que j'avais donnée Mhm. sur la contagion, bon, c'était auprès de proches là, qui ont quelqu'un là, dans leur entourage qui est atteint d'un trouble de santé mentale. Donc, généralement, on parlait malheureusement de contagion qui était plus négative. OK. Donc, c'est des gens, malheureusement, bon, qui font preuve là, d'un courage extraordinaire, mais qui vont vivre des émotions souvent difficiles, là. Mhm. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ça venait normaliser le vécu, de comprendre, de dire c'est ça qui se passe. Puis je pense que c'est la première étape de tout d'abord, c'était une formation en groupe, de pouvoir se dire tous ensemble, OK, ça s'explique par ça, c'est ça qui se passe. Puis il n'y a rien de plus fort, je pense, que dans un groupe, je l'ai expérimenté aussi dans des expériences antérieures, de pouvoir dire, OK, toi aussi, tu es comme ça, puis là, on est capable de mettre le doigt sur ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression que ça a beaucoup normalisé de vécu, puis je pense qu'aussi que ça a enlevé beaucoup de pression à certaines personnes qui se sentaient parfois obligées d'être disponibles à tout moment, Mhm. d'être contaminées finalement à tout moment. Donc, simplement de dire, mais j'ai le droit de mettre ces limites-là. Oui, c'est ça. Puis j'ai le droit de ne pas être contaminée par ça aussi, hein. Tout à fait, de se mettre des limites parce qu'au final, si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Mhm. Oui, exact. Mais ça fait du bien aussi de juste cette étape-là. Tu sais, même s'il n'y a pas eu d'autre Mhm. travail par après de fait pour mieux apprivoiser cette chose-là, ben juste ça, je pense que ça fait un gros bien. Puis il me vient en tête aussi parce que, tu sais, souvent, là, les filles puis les garçons, c'est très différent. Puis même pour mettre les limites, c'est vraiment Mhm. très différent. As-tu Mhm. remarqué, toi, une différence, soit dans tes recherches ou quelque chose, tu sais, homme-femme, si les femmes ont plus tendance à être contaminées que les hommes ou genre que les hommes sont plus facilement contaminés par tel type puis versus les femmes? C'est difficile à dire parce que souvent, en fait, ce que j'ai observé dans mon travail, il y a des très grosses normes sociales dans notre société, on les connaît, que Mhm. les hommes doivent être très stoïques, ils doivent être très indifférents, ils ne doivent pas démontrer d'émotion. Ça, c'est des normes qu'on connaît, puis malheureusement, là, qui sont encore présentes, puis qui, je pense, vont malheureusement perdurer. Quoique, il y a quand même un effort qui se fait avec la sensibilisation à la santé mentale, qui est une excellente chose. Mhm. Donc, c'est difficile de dire est-ce que les hommes sont autant contaminés, mais ils ne l'expriment pas, Ah, ou peut-être moins. Il y a ça aussi. Souvent aussi, quand on rencontre, par exemple, des couples, mais est-ce que c'est, par exemple, puis c'est très, 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 très stéréotypé, mais ça reste quand même des choses qui sont inscrites dans notre société. Donc, est-ce que madame est plus inquiète, puis là, on parle toujours dans une perspective hétéronormative qui est encore là quand même présente dans notre société, malheureusement. Monsieur va protéger madame, par exemple. Donc, peut-être qu'il vit les mêmes émotions, mais qu'il garde ça en dedans, ce qui n'est pas ouais. nécessairement bénéfique non plus. Non, non, c'est ça. Parce que souvent, emmagasiner trop de tension, à un moment donné, c'est pas nécessairement mieux pour l'autre, là. Exactement, exactement. Donc, des fois, de faire une démarche pour soi. De prendre Mhm. du temps aussi pour soi, même si c'est une démarche qui peut se vivre à deux, mais des Ouais. fois, de prendre du temps pour soi, là, ça peut être très, très, très bénéfique, là. Mm. Parce qu'il y en a aussi pour plusieurs que juste d'aller courir, faire du sport, ça va les libérer puis les décharger assez que pour eux, ça va être leur façon de faire ou, je sais pas, moi, de jouer de la musique ou faire de la peinture ou peu importe. Tout à fait. Libérer l'esprit finalement puis de ne pas garder ça en dedans de soi là, pour vider le sac de la contagion peut-être. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Puis souvent, quand on va se libérer, justement, pour aller se défouler en courant,
mais on va être plus disposé, après, on va avoir une meilleure pensée de façon comment Ouais. agir. On dit souvent, il ne faut pas prendre de décision sur le coup d'une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Mm-hmm. Qu'on soit très, très, très heureux ou très en colère ou très triste, idéalement, on ne prend pas de décision là, sur le coup de l'émotion. Donc, d'aller courir un petit peu, peu importe l'activité, là, ça permet de se décharger. Puis après ça, on est plus disposé à accueillir l'autre aussi. Là. Donc, oui. Oui, puis ça revient aussi à l'étude que tu as parlé tantôt. En étant un peu plus déchargé de toute cette tension-là, c'est là que justement la contamination de la joie, tout ça peut être un peu plus facile. Mm-hmm. Oui, Ouais. exact. Mais si on prend les résultats de l'étude, effectivement, qui dit, bon, qu'idéalement, pour être contaminé de joie, on est le moins préoccupé Mm. possible pour que ce soit plus intense. Mais ça peut être effectivement une bonne façon d'appliquer là, ces résultats-là dans notre vie de tous les jours. Hein. Mhm. Puis je ne sais pas si tu avais d'autres choses, toi, à apporter, des points que tu te dis, il faut absolument qu'on en parle avant qu'on termine notre... Ça Ça fait fait le le tour? tour, oui, tout à fait, OK. à part toujours insister sur le fait là, de prendre soin de soi, évidemment. Là. Oui. C'est le plus important, puis je pense que ce phénomène-là, là, parce que non seulement il faut prendre soin de soi, mais il y a tous les autres autour de nous aussi, donc il faut prendre doublement soin de soi parce qu'il y a Oui. nos émotions et il y a celles des autres. Là. Oui, exact. Puis d'apprendre à se découvrir, puis faire des choix en fonction de ce que nous, on souhaite, ben tout ça va être un tout finalement, puis ça va aider après à ce qu'on soit contaminé de façon plus joyeuse et agréable et heureuse. Tout à fait, tout à fait. Ben merci. En tout cas, ça a été très intéressant de jaser avec toi de ce thème de la contagion émotionnelle. Très généreux de ta part d'avoir accepté et d'avoir passé ce temps-là avec nous, même si je sais que tu es pas mal occupé avec le bac en psycho. C'est pas toujours de tout repos. Fait que merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Ben, un grand merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir offert l'opportunité là, de venir jaser de ça avec toi. Merci. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!